le sujet que l'on m'a demandé de traiter devant vous est extraordinairement vaste, hein, et je me suis demandé comment le traiter, parce qu'il est vraiment énorme. On m'a dit 50 minutes, donc voilà, je vais essayer. Ça fait, mon Dieu, je n'ose plus compter les années, mais ça fait une bonne trentaine d'années que je travaille sur cette question. J'ai fait beaucoup de terrain, je continue à apprendre des tas de choses. Et c'est une question extrêmement complexe, hein, cette question des femmes dans le monde arabe, et je pense qu'il faudrait déjà questionner la question. Hein. Il faudrait déjà questionner la question, parce que qu'est-ce que c'est que le monde arabe? Bon, il y a des guillemets, mais enfin bref, moi je dis plutôt le monde arabophone en général, comme ça il y a moins de contestation. Alors, et puis c'est un sujet qui est très chaud politiquement, et je pense que c'est plutôt, moi je vais plutôt essayer de désamorcer ou d'apporter un autre point de vue. Alors j'ai une casquette que Jean-Paul Chagnolot n'a pas mentionnée, mais à part mes intérêts universitaires, je suis présidente de la commission Islam et laïcité, donc je suis très attentive à toutes les questions concernant justement ce rapport entre islam et laïcité. Nous avons eu le plaisir très récemment justement d'inviter Agnès Defeo autour de la question du voile intégral. Alors, je partirai d'un paradoxe, hein, puisque moi je souhaite finalement d'abord interroger la question, puisque je pense que vous connaissez tous, vous avez tous une masse de savoir, hein, là-dessus. Il y a une quantité de livres, hein, qui sont consacrés à cette question de comme on dit, la femme musulmane, souvent, ou la femme dans l'islam. Donc c'est vraiment, c'est une tarte à la crème, ça se vend toujours très bien, ça a beaucoup de succès. Le dernier en date là, que je lis dans le métro, mais c'est un véritable... Bon, qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, je vais le retrouver, je vais vous le montrer, parce que cette dame... Non, je l'ai. Voilà. Cette dame a eu les honneurs de France Culture pour quelque chose qui est vraiment écrit sur, vraiment comme dans les plus mauvais des magazines féminins. C'est Zoumana Haddad, Superman est arabe, et qui est vraiment un ramassis de tous les lieux communs que l'on peut trouver sur la question, mais apparemment, bon, elle a eu droit à une publicité extraordinaire, et je dois dire que j'en veux beaucoup à mon ami Farouk Pardambey de publier des choses pareilles. Mais enfin, c'est une dame qui dirige les pages culturelles du quotidien Nahar. Bon. Et vraiment, c'est triste. Hein, donc il y a beaucoup de livres qui sont consacrés à la femme musulmane ou à la femme dans l'islam, avec ce que nous disons, nous autres sociologues, cette essentialisation, c'est-à-dire qu'on utilise un singulier là où, au contraire, il y a une extraordinaire pluralité, comme je vais essayer de vous le montrer. Hein. Bon, il y en a beaucoup plus rarement, beaucoup moins de livres qui sont consacrés aux femmes du Maghreb, du Proche et du Moyen-Orient, dans ces régions extrêmement diverses, donc dans leur diversité régionale, diversité en termes de classe, il y a toutes les diversités possibles, en termes générationnels. J'insisterai beaucoup sur cet aspect génération qui est très important, et puis également dans le cours de l'histoire, hein, parce qu'il y a une historicité, il y a des variations énorme, hein, sur les conditions des femmes selon les périodes de l'histoire. Alors cependant, donc il y en a moins, et sont des livres beaucoup plus difficiles d'accès parce qu'ils sont plus sérieux, mais cependant, depuis quand même une vingtaine d'années, se développent des recherches à la fois historiques, sociologiques et anthropologiques en Europe et aux États-Unis,
mais également aussi maintenant dans certains pays de langue arabe. Donc il y a quand même maintenant des recherches très sérieuses qui se mènent en anthropologie des femmes, en sociologie. Enfin, on dit sociologie, mais ce sont des pays où il y a peu de statistiques, les statistiques sont très peu fiables. Donc le travail est toujours un travail que nous autres sociologues, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, qui s'apparente à ce qu'on appelle l'ethnométhodologie, c'est-à-dire on utilise les méthodes de l'anthropologie pour approcher une société. Alors il y a par exemple, pour moi, un des meilleurs ouvrages récents en langue française, c'est le livre d'Amélie Le Renard, Femmes et espace public en Arabie Saoudite, qui a été publié il y a 2 ans chez Dalloz. Et en fait, le titre, c'est Femmes et espace public en Arabie Saoudite, mais en réalité, elle a travaillé très spécifiquement sur des femmes d'un certain groupe social. Elle le spécifie très bien dans la ville de Riyad, parce qu'il y a eu d'autres travaux faits sur d'autres régions par d'autres chercheurs. Mais c'est vraiment un travail tout à fait remarquable, et elle a vécu avec ces femmes et elle essaie de donner du sens à ce qu'elles font et à ce qu'elles vivent. Donc ces recherches se développent, elles existent, elles se développent. Cependant, dans ce qu'on appelle le grand public, la méconnaissance concernant toutes ces femmes de ce qu'on appelle, donc moi j'appelle le monde arabophone, subsiste. Alors ce qui persiste par exemple, tout le monde le sait bien, c'est ces fameux fantasmes du harem. On imagine que les femmes sont des femmes enfermées, etc. Donc tout ce qui tourne autour du harem. Et justement, il y a eu dans le grand public, encore une fois, il y a eu un étonnement extraordinaire quand on a vu apparaître des femmes en grand nombre dans les mouvements insurrectionnels lors des révolutions arabes. Mais on continue quand même à occulter leur présence. Hein. On continue à faire comme si elles n'étaient pas là. On dit toujours où sont les femmes alors qu'elles sont vraiment au premier plan, y compris dans des organes de direction, comme dans le mouvement oppositionnel syrien, par exemple. C'est pas récent, ça remonte à de longues années. Alors, comment expliquer cette attitude qui est persistante, qui est constante, hein, qui est vraiment quelque chose de tellement récurrent, qui ne cesse d'apparaître dans les médias, dans les débats? Comment expliquer cette attitude qui est tellement répandue? Alors, parce que nous autres, nous autres sociologues, nous appelons des biais, c'est-à-dire d'abord un biais sexiste ou un biais androcentriste, le fait que les productions intellectuelles, scientifiques ou médiatiques sont généralement fabriquées par des hommes qui ont ce pouvoir de savoir, hein, qui possèdent le savoir. Alors je me disais quand même peut-être que j'exagère en disant cela, en préparant. Et puis hier soir, je suis allée à un débat à l'EHESS sur le Mali, où il y avait un débat absolument passionnant sur la situation actuelle au Mali. Et à la tribune, il n'y avait que des hommes, 5 hommes blancs et un homme de couleur, un Africain, qui lui venait en plus des États-Unis, c'est un Malien, mais qui ne pouvait travailler qu'aux États-Unis. Et la discussion s'est déroulée dans la salle essentiellement avec des hommes. Il y a une femme, une Malienne, qui a fini par prendre la parole et dont on a appris que c'était une éminente historienne, qui était extraordinairement brillante, intelligente, qui a développé un argumentaire vraiment passionnant. Mais je veux dire, ce pouvoir masculin du savoir, il se maintient toujours, et dès qu'il est question, et il a comme, alors c'est un pouvoir qui s'exerce dans les productions scientifiques, mais également au niveau des médias, et qui a comme
qui invisibilise, comme nous disons encore, les femmes. C'est-à-dire que les femmes deviennent invisibles. Elles n'apparaissent pas dans les récits qui sont faits de l'histoire, et elles n'apparaissent pas, on fait comme si elles n'étaient pas là. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas. Hein. Même si elles font quelque chose, on ne les voit pas. Et là, il y a vraiment une question qui est une question, pour encore employer un grand mot, une question épistémologique. Une vraie question épistémologique de rendre les femmes visibles. Et quand on en parle, quand on parle de ces femmes, on en parle pratiquement toujours sur des modes que je dirais stéréotypés, c'est-à-dire en reprenant les stéréotypes, en répétant ce qu'on sait déjà, mais sans essayer de voir tout ce qu'il y a de nouveau, tout ce qu'il y a d'irruptif dans les phénomènes où les femmes sont présentes. Donc on ne les voit pas simplement, et c'est quelque chose qui ne concerne pas que les femmes. Hein, pour les philosophes et les américains, par exemple, les philosophes ou les gens qui travaillent sur la question de la race et de la couleur parlent de color blindness, le fait de faire comme si on ne voyait pas la couleur, on ne la voit pas, or elle est très très présente. Hein. La couleur ou le sexe sont des données présentes, mais qui ne sont pas visibilisées. Simplement, on ne les voit pas. Alors, il y a eu donc depuis une quarantaine d'années un effort considérable accompli par les chercheuses en sciences sociales qui a permis de changer les choses, en tout cas pour ce qui est de l'Europe ou des États-Unis, c'est-à-dire des pays dits occidentaux. Mais en revanche, pour les pays arabophones, comme d'ailleurs pour d'autres pays colonisés, la vision qui s'est maintenue, c'est la vision orientaliste. Hein. Là, bien sûr, tout le monde connaît le concept d'Edouard Saïd. Cette vision orientaliste qui se manifeste dans plusieurs dimensions. D'abord, elle consiste à ne jamais prendre en compte les dimensions historiques, sociales, politiques et économiques. On fait comme si l'Orient ou le monde arabe, c'était un ensemble qui aurait existé tel quel de tout temps, qui est absolument indifférencié. Il y a, alors s'agissant des femmes, un des aspects de l'orientalisme, c'est ce que j'appelle leur sursexualisation. Leur sursexualisation, c'est exactement ce que fait Madame Djoumana Haddad, qui passe son temps à raconter comment elle s'envoie en l'air et comment ce serait ça la libération des femmes dans le monde arabe. Donc elle adhère à cette idée d'une sursexualisation, cette vision des femmes uniquement à travers ce qui touche à leur sexualité. Autre aspect de l'orientalisme, les femmes, de façon très générale, sont présentées comme des victimes, mais des victimes de leurs hommes, hein, des victimes de leurs hommes, des victimes... Alors c'est vrai pour les femmes dans le monde arabe, c'est vrai aussi, il y a eu les travaux de Nassira Ghenif, par exemple, dans l'immigration. Hein. Les femmes sont présentées comme dominées par eux, et dominées par leurs hommes, donc il faut les libérer. Dans cette vision, la colonisation, puis toutes les formes d'entreprise impériale se justifient, entre autres, par la préoccupation déclarée de libérer les femmes de ce joug. On va les libérer. Donc on va libérer les femmes, et ça aussi c'est quelque chose d'extrêmement récurrent qu'on peut bien sûr analyser. Et dans cette mesure, on leur demande de se
désolidarisées de leurs hommes, hein, puisque leurs hommes les oppriment. Donc la colonisation divise, elle divise, on verra aussi de combien de façons elle divise, c'est bien connu, mais elle divise, elle fait passer la division homme-femme en présentant les femmes comme des victimes des hommes des hommes et que les colonisateurs vont libérer. Alors bien sûr, le travail là-dessus, le travail qui a le plus marqué pour accentuer cette idée là-dessus, c'est un tout petit livre de Gayatri Spivak, qui est maintenant traduit en français aux éditions Amsterdam. Les subalternes peuvent-elles parler? Les subalternes, c'est-à-dire ce sont les femmes qui sont dominées à la fois politiquement, économiquement et idéologiquement, et est-ce qu'elles ont droit à la parole? Et dans ce petit texte, Spivak parle d'hommes blancs venant sauver des femmes de couleur de ce que leur font subir les hommes de couleur. Alors, il y a eu ce même argument a été développé par une anthropologue palestino-américaine, Lila Boulorod, qui est professeure à l'Université de Columbia, qui travaille beaucoup, qui est une des grandes chercheuses travaillant sur les femmes bédouines en Égypte. Hein. Et elle avait, au moment de l'attaque d'entrée en guerre des États-Unis contre l'Afghanistan, qui était justifiée bien sûr par le désir par des discours disant qu'il fallait libérer ces malheureuses femmes afghanes de tout ce qu'elles subissaient, elle avait écrit un petit texte, une espèce de pamphlet remarquable qui s'intitulait « Do Muslim Women Need Saving ?» les femmes musulmanes ont-elles besoin d'être sauvées? Alors, en réaction, donc je pense que ça va être traduit, il y a quelque chose ça a été traduit en français, ou c'est sur le point de l'être dans un bouquin qui doit paraître depuis 3 ans, mais qui va certainement finir par être publié. Alors, en réaction à cette prolifération de livres, de discours, d'écrits, qui font de l'islam, alors, ou bien de la culture arabe, ou de l'islam et de la culture arabe, l'origine et la cause de l'exclusion et de l'oppression de femmes victimes privées de droits, un autre courant dont je me réclame s'efforce de mettre en avant la capacité d'agir. C'est ainsi que je traduis un concept qui était formé aux États-Unis, qui est le concept d'agency, qui est traduisible en français, mais moi je traduis par capacité d'agir, des femmes du monde arabe et musulman. Donc je pense que toutes les oratrices aujourd'hui se réclament de cette perspective. En se mettant à leur écoute, en écoutant ce qu'elles ont à nous dire, en leur donnant la parole au maximum et en donnant un sens à leur conduite, en essayant de comprendre dans quelle logique ça s'inscrit, pourquoi elles font cela, les avantages qu'elles y trouvent, c'est-à-dire donner un sens à ce qu'elles vivent, à ce qu'elles disent. Bon, alors je voudrais signaler en passant l'existence d'un groupe de femmes qui s'est développé depuis 1995 au Caire. Il y a une d'entre elles qui s'appelle Omaima Aboubakr, que nous avions invitée l'an dernier à Islam et laïcité, qui est une historienne, et dont un texte aussi est publié dans le recueil Les féminismes islamiques, hein, préfacé par Zahra Ali, qui ne pouvait pas être là cet après-midi. Nous avons aussi dans le tumulte, nous avons publié un autre article, sur les femmes d'Égypte d'une autre chercheuse de ce groupe. Donc ce groupe s'intitule Women and Memory Forum, c'est le forum des femmes pour la mémoire. Ce sont des femmes qui sont à la fois, qui relèvent de champs disciplinaires
différents, qui sont donc toutes égyptiennes et qui travaillent à rendre la parole à ces femmes, à leur donner, à refaire une véritable histoire des femmes dans le monde arabe et musulman. Elles organisent, elles ont des publications, elles organisent des colloques très régulièrement, elles s'investissent aussi dans le champ militant, politique. Il y a des juristes, des historiennes, des sociologues, et leur projet, mais qui se réalise, hein, qui est vraiment en cours de réalisation, c'est de faire tout cela en langue arabe, c'est-à-dire d'introduire dans les universités, déjà au niveau de l'Égypte, dans les universités arabophones, un véritable enseignement sur les femmes et sur ce qu'on appelle le genre, qui n'est pas tout à fait la même chose, et de faire une véritable histoire des femmes, en montrant tout ce qu'elles ont fait. Une histoire donc qui ne soit plus faite comme on le fait généralement en langue anglaise, hein, parce que c'est quand même dans les universités américaines des pays arabophones que ces études féministes, disons, se sont beaucoup développées, mais vraiment l'importer dans un milieu universitaire et culturel proprement arabophone. Et c'est tout à fait remarquable. Et, alors je peux pas, je répondrai à des questions là-dessus si vous le souhaitez. Bien, donc on est un certain nombre à travailler, enfin on commence à être de plus en plus nombreuses, à travailler pour mettre en avant cette agency, cette capacité d'agir des femmes du monde arabe et musulman. Mais bien entendu, il ne s'agit pas de nier un certain nombre d'évidences. Alors, il est bien vrai que le monde arabe, disons, je reprends cette expression, même si je ne l'aime pas, est patriarcal, mais toutes les sociétés historiquement connues le sont. Donc, ce n'est pas une exception, toutes les sociétés historiquement connues sont patriarcales. Donc, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que cette domination des hommes sur les femmes, hein, mais c'est du groupe des hommes sur le groupe des femmes, se combine à beaucoup d'autres formes de hiérarchie dans les différents pays du monde et selon les situations historiques, hein, selon les périodes historiques. Alors, s'agissant du monde arabophone, il y a une dimension qui est très importante, hein, qui est la dimension générationnelle. Générationnelle, c'est-à-dire il y a un pouvoir des plus âgés sur les plus jeunes, et il y a quelque chose qui est un pouvoir des plus âgés sur les plus jeunes, et par exemple les femmes, les chihas, les dames un peu âgées, elles ont un pouvoir extraordinaire, je veux dire qu'elles règnent dans les maisons, donc c'est difficile de faire. Dans notre monde, au contraire, quand on est vieux, on est bon à jeter à la poubelle, c'est quelque chose qui est c'est quelque chose de très différent, mais qui est très important, c'est-à-dire qui équilibre déjà cette domination homme-femme, en tout cas qui la fait apparaître sous un autre jour. Il y a des hiérarchies également liées aux familles. Hein. Les familles, par exemple, ce qui a été pendant très longtemps mon domaine de recherche, c'est-à-dire la Palestine, hein, les grandes familles sont strictement hiérarchisées. Et la place quand on est une femme d'une grande famille, on n'est pas dominé par les mecs des petits groupes subalternes. Hein. Donc ça se combine aussi. Il y a bien sûr, il y a aussi des clans qui sont hiérarchisés. Il y a aussi, alors avec bien entendu l'entrée dans le monde moderne et puis post-moderne, il y a toute la dimension économique, la dimension de l'argent, de la classe sociale qui joue aussi. Donc cette domination, elle est complexe et elle s'articule avec beaucoup d'autres formes de domination. Alors moi, je tire aussi beaucoup de
de mon savoir, de mon tout petit savoir, mais de la lecture de la littérature, parce que dans des pays où le travail de terrain n'est pas toujours facile, et encore une fois, il y a peu de statistiques, la littérature donne beaucoup de clés. Et la romancière libanaise, mais qui écrit en langue française, Dominique Eddé a publié très récemment un superbe roman, c'est un thriller politique, je vous invite à lire, qui s'intitule Kamal Jeanne, si vous ne l'avez pas lu. Et il y a un personnage dans ce roman qui est Site Soussou, Site, c'est Madame Soussou, et ce personnage, c'est une dame, justement, une dame déjà d'un certain âge, qui est la belle-mère d'un des hommes les plus puissants de Syrie, qui dirige la police secrète, enfin, qui est un type horrible, etc. Mais elle a complètement, quand son gendre a une hésitation politique, il demande à sa belle-mère, et c'est elle qui en fait a l'initiative et un véritable pouvoir occulte, mais un pouvoir occulte très important. Et je veux dire, ce type de personnage, c'est pas une invention, je veux dire, c'est quelque chose qu'on rencontre de façon récurrente dès qu'on on regarde de près ce qui se passe dans ce monde. Donc le patriarcat, il se décline sur un mode qui n'est pas exactement celui que nous connaissons ailleurs. Alors, cette domination des hommes sur les femmes, qu'on appelle aussi le patriarcat, connaît et a connu des intensités et des formes diverses, aussi bien dans nos sociétés occidentales que dans le monde arabo-musulman, parce que c'est encore les femmes, comme nous disons nous autres, non, encore une fois les sociologues, et là je me réfère à une sociologue féministe turque, mais qui enseigne en Grande-Bretagne, Denise Candiotti, une dame remarquable. Les femmes n'ont pas cessé de négocier avec ce patriarcat. Elle a introduit la notion de patriarchal bargain, la négociation avec le patriarcat. On est toujours en train de négocier, et cette négociation est toujours en cours, et il n'y a pas du tout, ça vous le savez, une progressivité. Par exemple, maintenant, on sait très bien, mais c'est vrai pour le monde arabe et musulman, c'est vrai pour l'Occident, mettons, chrétien, hein, la situation des femmes, par exemple, au Moyen-Âge, était de loin préférable à celle qu'elle est devenue, par exemple, au XIXe siècle. Donc, il y a des négociations très différentes, mais en même temps, ces négociations sont possibles parce que le patriarcat contraint également les hommes. Donc, il faut négocier avec quelque chose où les hommes subissent aussi une contrainte, et il faut aussi tenir compte du fait que ces comportements patriarcaux se manifestent d'abord et avant tout en face des autres. C'est-à-dire que, alors ça encore, c'est quelque chose que les travaux des sociologues de l'école de Chicago, et puis ensuite ça a été repris par des anthropologues, ont introduit, c'est l'idée de plusieurs scènes. Hein. Il y a plusieurs scènes, il y a des coulisses, et on ne se comporte pas de la même façon selon le lieu où on se trouve, selon la situation dans laquelle on se trouve. Donc il y a des événements des choses qui se produisent off, et il y a aussi des comportements frontaux. Hein. Bon, il y a quelqu'un qui a un petit peu oublié maintenant, enfin j'espère que non, mais qui a été un remarquable sociologue, en particulier spécialiste de l'Iran, Paul Vieille, à qui je me réfère toujours, parce qu'il avait mis en avant cette idée d'un langage frontal, c'est-à-dire qu'on se comporte d'une certaine manière quand on est devant un public, et puis dès qu'on n'est plus dans cette situation-là, on se comporte autrement. Et dans les rapports hommes-femmes, c'est très clair. Hein. Bien, alors,
le troisième élément aussi dont il faut tenir compte, c'est que la plupart des pays arabophones ont été, bon, alors en tout cas jusqu'à l'hiver 2010-2011 pour ce qui est de la Tunisie et de l'Égypte, ils ont été soumis à la suite de la décolonisation à des régimes autoritaires et autoritaristes dans lesquels n'a jamais existé de véritable citoyenneté et qui sont ou qui étaient des régimes profondément inégalitaires. Donc ce ne sont pas des régimes démocratiques du tout, et notre vision à nous des droits des femmes, bien sûr, elle se déploie sur l'horizon, disons en gros, de la révolution 1789, c'est-à-dire sur des aspirations égalitaires démocratiques, sur une affirmation égalitaire et une tentative de mise en place de relations égalitaires qui n'ont pas existé, qui sont des inégalités qui se sont imposées de façon beaucoup plus brutale après la décolonisation qu'avant la colonisation, et pendant la colonisation bien sûr. Alors, ces inégalités et l'absence de droits sociaux, parce que j'insiste beaucoup sur l'absence de droits sociaux, pèsent comme partout beaucoup plus lourdement sur les femmes que sur les hommes. Ça, c'est quelque chose qui est absolument général. On a bien vu qu'en France, la réforme des retraites, elle pesait d'abord sur les femmes, et plus sur les femmes. Je veux dire que dès qu'il y a des injustices, des inégalités, les femmes sont, pour toutes sortes de raisons qu'on peut développer, les femmes sont bien plus touchées. Alors, mais elle se manifeste comment? Elle se manifeste, cette absence de droits sociaux, elle se manifeste d'abord par une très faible scolarisation des femmes dans le monde arabe et musulman, à l'exception notable de la Tunisie. Par exemple, au Maroc, il y a encore 40% de femmes analphabètes. Il y en a autant en Égypte. Alors, il y a aussi des femmes analphabètes en Égypte, mais il y a aussi des hommes analphabètes. Mais ils sont, c'est déjà beaucoup trop, que 25%. Il y a de très grandes inégalités dans l'accès au travail, à la santé. Alors, il y a quelques années, un gros rapport du PNUD, qu'on peut encore, je crois, consulter sur Internet, qui est très épais et qui a chiffré tout cela. Donc, cette scolarisation, ces inégalités dans l'accès au travail, l'accès à la santé aussi, les problèmes de santé reproductive, mais pas seulement, de santé en général, sont des problèmes énormes. Et alors ils touchent les hommes et les femmes dès que les hommes et les femmes n'ont pas les moyens, mais vous savez sûrement, en Algérie, que les Algériens racontent des histoires épouvantables sur ce qui se passe dans les hôpitaux publics, on peut à peine être soigné. Donc il y a cette absence de droits sociaux et qui pèse encore bien plus lourdement sur les femmes que sur les hommes. Et puis il y a bien sûr la fameuse question du code de statut personnel, qui varie selon les pays et qui régit la vie privée, les rapports familiaux et qui assigne aux femmes en général une place inférieure à celle des hommes dans un souci de patrilinéarité, avec par exemple la fameuse question de la non-transmission de la nationalité par une mère à son enfant. Mais il y a beaucoup d'autres questions. Alors, le statut personnel, il est lié à la colonisation. Il est lié à la colonisation. Oui, il est lié à la colonisation parce que avant la colonisation, si vous voulez, et ça il faut vraiment, on ne le sait pas suffisamment,
il y avait une négociation, mais il y avait des négociations entre bien sûr le droit religieux, la coutume, ce qui se faisait à l'intérieur de la communauté. Et là, il y a un livre, mais tout ça n'est pas traduit en français, il y a un livre tout à fait extraordinaire d'une historienne américaine, je crois qu'elle est mariée, je ne sais pas si c'est un Jordanien ou un Palestinien, qui s'appelle Judith Tucker, T-U-C-K-E-R, qui s'intitule In the House of Law. Et Judith Tucker a étudié des jurisprudentiels, elle a étudié des cas de jurisprudence à Naplouse au XVIIIe siècle et la manière dont dans la jurisprudence on traitait la question des rapports hommes-femmes. Donc les femmes venaient, en particulier, mais les hommes aussi, devant cette justice religieuse, racontaient ce qui se passait, des histoires de divorce, des histoires de violence conjugale, des histoires... Et puis le juge tranchait. Tout ça, c'est dans des recueils, hein, et on voit une très grande liberté de mœurs. Hein. Donc on voit que finalement la justice, cette justice religieuse, elle tranche en faveur des femmes. Je veux dire, c'est quelque chose d'extrêmement libéral, hein, d'extrêmement libéral qui ne ressemble en rien à cette codification liée à la construction d'États postcoloniaux, mais liée aussi aux barrières que les puissances coloniales ont établies entre les populations. Donc il y avait là une façon de régler les problèmes qui était extrêmement souple, qui laissait place à de la liberté personnelle, à de la liberté en matière de mœurs, etc. Donc il s'agissait de régler des conflits, mais de les régler de la manière la plus apaisée possible et pas du tout de manière misogyne. Je dirais, l'étude des jurisprudentielles, c'est aussi une technique, hein, qu'utilisent aussi les historiens en France. Donc il y a quelque chose qui s'est passé après. On a les témoignages de voyageurs, par exemple, les témoignages de voyageurs venant du monde arabe qui trouvaient que les femmes en Europe, elles étaient vraiment privées de liberté, privées de droits. Donc il y a cette... Quand on se met dans cette perspective historique et quand on commence à faire de véritables travaux historiques en utilisant toutes les techniques, les méthodologies qu'on utilise pour l'histoire de l'Occident, on voit apparaître, mais ça commence, hein, on voit apparaître un tableau tout à fait différent. Bon, alors j'ajouterais donc ce qui s'est passé avec la colonisation, c'est une division entre communautés, en particulier en accentuant les divisions de type religieux et en donnant aux populations, en leur imposant des statuts qui relevaient strictement des autorités religieuses. Donc il y a une notion qui s'est développée, qu'ont développé encore une fois d'autres historiennes américaines, une en particulier Elizabeth Thompson, qui a travaillé sur la Syrie la Grande Syrie, donc sous mandat français. Et Elizabeth Thompson a développé la notion de citoyenneté coloniale. Elle a montré que la colonisation française avait apporté, alors dans cette région particulière, hein, un mode de citoyenneté, mais qui était une citoyenneté coloniale, c'est-à-dire bien sûr avec toutes sortes de dépendances vis-à-vis de l'occupant, de la puissance occupante mandataire, on disait, française, qui accentuait et instrumentalisait les divisions communautaires avec les conséquences auxquelles on assiste aujourd'hui, en particulier avec la fameuse constitution libanaise, mais aussi elle montre que cette
citoyenneté coloniale était une citoyenneté, comme on dit, genrée, c'est-à-dire qui insistait, qui avait aussi une dimension de genre, qui avait aussi une dimension s'agissant des rapports hommes-femmes, c'est-à-dire que la puissance coloniale française se comportait d'une manière paternaliste, ça c'est bien connu, mais en même temps en établissant une espèce d'alliance entre les paternalistes, l'alliance des paternalistes, c'est-à-dire en renforçant la puissance des chefs de clan ou des chefs de famille de façon à installer son pouvoir. On reviendra peut-être là-dessus, c'est vraiment important. C'est-à-dire que du coup, les femmes ont, dans cette vision-là, le pouvoir patriarcal a été renforcé par la puissance coloniale et les femmes se sont trouvées infériorisées. Bon, alors, et on pourra revenir là-dessus parce que c'est quelque chose de très intéressant et de très important. Alors les femmes, bien sûr, elles ne sont pas restées passives en face de cela, mais elles ne sont pas restées passives non plus en face de la colonisation. Alors, bon, bien entendu, donc même quand on pose, comme je le fais, qu'il faut penser les femmes du monde arabe comme des sujets autonomes, on ne peut jamais oublier que cette autonomie se déploie avec des contraintes fortes, des contraintes de toutes sortes, à l'intérieur de réseaux de domination qu'il conviendrait d'étudier à chaque fois dans leur spécificité, mais avec lesquelles, encore une fois, les femmes négocient, rusent, et même parfois qu'elles affrontent directement. Alors c'est dans la confrontation avec, donc je vais passer maintenant à la période plus historique, celle sur laquelle j'ai travaillé, c'est dans la confrontation avec l'Occident colonisateur qu'on a vu apparaître dans le monde arabe, c'est-à-dire l'Égypte et la région palestino-syro-libanaise, le reste était comme le pays des Bédouins, mais aussi en Iran ou en Turquie, des figures de femmes qui non seulement ont investi très tôt, c'est-à-dire dès le XIXe siècle, la sphère publique littéraire, comme nous disons, elles ont joué un rôle important dans la presse, dans la littérature, et ce rôle des femmes dans la littérature ne se dément pas, continue, mais elles ont pris part à des niveaux divers à la lutte anticoloniale, puis, ou bien en même temps, au combat pour la justice sociale, les droits et contre l'autoritarisme, l'arbitraire du patriarcat, mais sous ses formes privées et publiques. Alors, moi je me réfère toujours ici, je cite toujours ce qui était le mot d'ordre des féministes palestiniennes des années 70-80, où elles développaient, voilà, il y a mon amie Marie-Claude Amchari, qui est là, qui a les mêmes souvenirs que moi, elle développait l'idée de la lutte sur trois fronts. Il fallait mener la lutte à la fois contre la colonisation israélienne, contre les inégalités sociales, et pour les droits des femmes, et que les trois étaient inséparables. Et moi, maintenant, chaque fois qu'on me demande de parler de cette question des femmes arabes, je rappelle toujours cette lutte sur les trois fronts, parce que ça me paraît absolument indispensable de ne pas séparer ces trois fronts. Alors, cette lutte s'est menée comme une confrontation à la modernité venue du Nord, à la modernité européenne. Quand je parle de confrontation, c'est à la fois une rencontre et l'appropriation de certaines conceptions et de certains objectifs, par exemple les droits des femmes, mais également un affrontement et une lutte. Et ça a été vraiment les deux. Cette confrontation est une confrontation, je disais, à la modernité qui
Alors, selon beaucoup de théoriciennes du monde arabe, et je me réfère ici à Marvat Hatem ou à Leila Ahmed, ne constitue pas un progrès. Notre façon d'être n'est pas un progrès. Il faut plutôt l'envisager, écrit Marvat Hatem, comme l'un des problèmes auxquels les hommes et les femmes au Moyen-Orient ont eu à faire face, et non comme une panacée à des formes passées et présentes d'inégalité de genre. Alors, donc, les femmes en lutte et en mouvement appartiennent à tous les milieux et à tous les courants. Mais, là encore, la vision dominante n'en privilégie que quelques-unes. La vision dominante privilégie les femmes des groupes sociaux les plus favorisés, qui ont les codes vestimentaires les plus proches de ceux des colonisateurs, les femmes les plus féministes, en suivant cela le stéréotype selon lequel les femmes c'est la douceur, les qualités maternelles et pas la violence, et les femmes les plus éloignées des partis politiques liés à l'islam. Alors en fait, les femmes des milieux, j'ai écrit récemment une étude là-dessus, les femmes des milieux populaires, des villes et des campagnes ont été également très actives dans la lutte contre la colonisation. Par exemple, en Palestine, durant la révolution du milieu des années 30, la grande révolution palestinienne, elles ont participé à la guérilla, aussi bien guérilla dans les campagnes, mais guérilla urbaine. Et il y a des témoignages directs et des recensements qui ont été faits par les Britanniques, du nombre de femmes tuées lors d'incidents dans les villages, d'où on peut inférer que ces femmes étaient des combattantes. Il y a un ouvrage collectif sous la direction de Colline Cardy et de Geneviève Pruvot, Penser la violence des femmes, dans lequel je développe ces idées-là. Mais il y a eu aussi, si on quitte la violence, les femmes en lutte, les femmes qui utilisent la lutte armée, il y a aussi, cette fois-ci de la part de femmes anonymes, la mise en œuvre d'une véritable, ce qu'on appelle démocratie par le bas. Démocratie par le bas, ça s'est vu beaucoup en Palestine au moment de la première intifada, où les femmes organisaient la vie quotidienne et la résistance. Il y a des travaux j'ai écrit là-dessus, il y a un travail très très intéressant d'une anthropologue américaine, Diane Zingerman, qui a travaillé beaucoup sur les femmes et avec les femmes des quartiers populaires du Caire, où elle montre comment en fait, dans la situation de l'Égypte, du Caire ou de la situation de l'Égypte, où on a un État extrêmement corrompu, mais qui très autoritaire, très corrompu, mais qui se préoccupe absolument pas de la vie quotidienne de sa population, les femmes prennent en main la vie des quartiers et l'organisme, mais avec les hommes, donc pas d'une manière... et elle a étudié ça de très près. C'est extrêmement intéressant, parce que c'est une vraie participation politique, mais de la part de femmes anonymes. Il y a aussi des femmes dans les syndicats, menant les grèves. Donc toutes ces femmes, elles sont très présente, très très active. Il y a plusieurs noms. En Égypte, par exemple, il y a une femme qui s'appelle Shahinda Maklad, qui est une femme très importante, qui est une grande dirigeante d'un syndicat paysan d'Égypte à partir de la fin des années 1970. Il y en a une autre actuellement qui s'appelle Fatma Ramadan, mais il y en a des quantités. Et il y a un film, si vous ne le connaissez pas, je vous conseille, je crois que maintenant il doit être accessible sur Internet, qui est un film de Tahani Rached, qui s'intitule 4 femmes d'Égypte, un film de 1997 qui montre 4 de ces femmes. Donc il y a Shahinda Maklad, mais aussi Amina Rachid, Safina Kassem et Wedan Mitri, qui se connaissent pour avoir été ensemble en prison sous Nasser, enfin pas sous Nasser, sous Nasser, oui.
Non, pardon, c'est sous Sadat, excusez-moi. Elles étaient dans l'opposition sous Nasser, mais c'est quand la politique de Sadat a changé et après la normalisation des relations avec Israël, elles ont protesté et venant de bords extrêmement différents, elles se sont retrouvées en prison et elles sont devenues amies depuis cette époque-là. Donc, en Tunisie, c'est la même chose. Hein. En 2008, au moment des mouvements contestataires dans le bassin minier de Gafsa, les femmes aussi étaient au premier plan. Donc les femmes ont participé, mais souvent ce sont des femmes anonymes qui, en participant au mouvement, se jouent des codes qui leur sont imposés par les stéréotypes. Alors, bon, je pourrais revenir là-dessus. Je voudrais aussi, avant de terminer, je voudrais aussi parler des femmes hein, qui relèvent de l'islam politique, hein, qui sont souvent occultées, et qui ont eu un rôle extrêmement important et qui continuent à avoir un rôle très important. Bien sûr, la plus connue d'entre elles, c'est Zainab Al-Ghazali, hein, qui est morte en 2005, qui était fondatrice de l'association des femmes musulmanes, qui est une grande opposante à Nasser, qui a fait de la prison, qui a été très maltraitée. Mais ce mouvement de femmes relevant de l'islam politique est extrêmement riche et diversifié. Alors, très proche de ce mouvement, mais ne relevant pas directement, hein, il y a ce qu'on appelle le mouvement des mosquées. Le mouvement des mosquées, je pense que, ben non, comme vous n'aurez pas d'exposé sur le féminisme islamique, on ne vous en parlera pas, mais c'est un mouvement qui est très fort de l'intérieur des mosquées, où les femmes reprennent un pouvoir par la prédication, par l'étude des textes, hein, et elles sont très présentes. Alors, il y a des femmes, des sœurs musulmanes, des femmes du mouvement des frères musulmans qui sont aussi présentes dans les mosquées, qui vont aussi prêcher dans les mosquées. Donc, les deux ne sont pas dissociés, mais il y a aussi des femmes qu'on appelle piétistes dans les mosquées, mais qui en même temps jouent un rôle important. Il y a tout ce qui se passe du côté du mouvement caritatif, hein, qui est aussi très 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 important, où à la fois les femmes affirment leur autonomie, mais ça leur permet aussi, à partir de ces positions affirmées musulmanes, alors plus ou moins politisées, de pallier toutes les carences de l'État corrompu, qui ne fournit à peu près aucun service public, hein, et cette carence de l'État, cette faiblesse de l'État, cette faillite des États, on en a vu les conséquences au Mali, mais dans beaucoup de pays, hein, bien sûr, elle a été encore accentuée par les plans d'ajustement structurels qui ont conduit à une privatisation de l'État, mais aussi à la privatisation et au renchérissement des services publics, de santé, d'éducation, etc. Et bien sûr, toutes ces associations, tout ce mouvement caritatif, en même temps, les femmes s'affirment, prennent du pouvoir, sont très présentes, gèrent la société. Il y a là quelque chose d'important. Il y a aussi la participation directe à la vie politique. Alors, par exemple, il y a une femme en Égypte qui, bon, elle n'a pas réussi, mais elle s'est présentée comme candidate à la présidence de l'aile politique des frères musulmans en Égypte. Donc, je veux dire, bon, chez nous aussi, il n'y a qu'à voir la composition, la direction du MP, je veux dire, on ne réussit pas à tous les coups, mais le fait de se présenter montre qu'il y a une vraie volonté politique, un vrai projet, ce qu'on ne voit, ce qui est invisibilisé. Et puis il y a aussi la participation aux actions violentes ou terroristes, hein. Il y a un exemple tout récent, j'étais dans les Émirats il y a très peu de temps, et alors en lisant les journaux, j'ai appris quelque chose, sinon je n'aurais pas appris, l'arrestation le 10 janvier à Abu Dhabi d'un groupe de femmes apparemment égyptiennes accusées d'être les leaders, d'être des terroristes et d'être les leaders
de la branche féminine d'une organisation terroriste liée, alors selon la presse, on ne sait pas, on dit tantôt aux frères musulmans, tantôt Al-Qaïda, c'est pas la même chose, mais il y a un grand amalgame de tout ça. En tout cas, c'est pas du tout pour faire l'apologie de la participation des femmes au groupe terroriste. Par exemple, au moment des années de plomb en Algérie, ça aussi, la presse n'en parlait pas, mais les témoignages dit, hein, y a eu des femmes qui étaient chefs de groupe du FIS, hein, du Front islamique du salut, et qui ont été tuées au combat. Et c'est quelquefois en trouvant des femmes qui ont été tuées ou blessées qu'on apprend qu'effectivement il y avait des femmes dans ce mouvement et même dans des groupes armés. Hein. Donc ce n'est pas du tout pour faire l'apologie de la violence, hein, mais c'est pour montrer une présence qui est toujours occultée au profit d'un discours victimisateur. Alors, donc, pour conclure, oui, je pense que j'ai dans les temps, j'ai voulu terminer sur cette information, j'ai essayé d'en savoir plus, mais en fait, tout ce qu'on dit, c'est qu'elles sont bien traitées, respectées, qu'elles ne seront pas torturées, enfin, il faut voir. Mais en tout cas, j'ai voulu terminer sur cette information parce qu'elle met en évidence l'implication de femmes, je dis de femmes, je ne dirais pas des femmes, dans les conflits, les luttes et les mouvements de l'histoire. Bon, alors, il y a bien sûr, il y a à côté de ça une question complexe, hein, dont on peut débattre, c'est-à-dire dans quelle mesure font-elles alors avancer leurs droits. Alors c'est bien sûr la question que posent toujours les féministes occidentales. Bon, moi je réponds d'abord, que sont les droits des femmes dans des sociétés où personne n'a de droits et où les droits des femmes sont brandis par des gens qui se revendiquent de ce qu'on appelle le féminisme d'État, c'est-à-dire qui sont des émanations des régimes autoritaires, arbitraires, etc., tout dictatoriaux, qui les appuient, mais qui en même temps affichent quelques revendications concernant les femmes. Ça, c'est un vrai problème. On a un article dans le numéro Tumulte qui traite bien de la question, et ça rend encore la défense des droits des femmes encore bien plus compliquée. Mais en même temps, donc il y a cette question, bien sûr, de que sont les droits des femmes dans des sociétés où personne n'a de droits, et qu'est-ce que ça signifie ne défendre des droits et des droits en plus qui sont des droits qui correspondent aux exigences occidentales, mais qui ne sont jamais le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au travail, etc. Donc c'est en même temps une vraie question, mais enfin, moi ce que je soutiens, c'est que ces différentes femmes, et on le voit par exemple dans la vie de quelqu'un comme Zainab Al-Rosali, tout en étant tout en étant en appartenant à des mouvements de l'islam politique, par leur manière de vivre, hein, par leur activité, par les choix qu'elles affichent, qu'elles ont déclarés, elle a écrit ses mémoires, ont en fait mis en œuvre, hein, de véritables droits et de véritables comportements égalitaires. Voilà, je pense, j'ai sauté des choses que j'aurais voulu vous dire, mais voilà, je vous remercie et puis je suis prête à répondre à vos questions. Je pense qu'on aura